Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel, vraiment au cœur du quotidien de beaucoup de professionnels, l'accompagnement de la santé mentale des jeunes. Oui, et plus spécifiquement, le rôle des éducateurs de ceux qui sont en première ligne. Exactement. On va s'appuyer sur un guide qui nous a semblé très pertinent. Repères santé mentale pour éducateurs, prévenir et agir face aux conduites à risque. Un outil précieux, en effet. Notre but ici, ce n'est pas de faire de nous des psychologues, soyons clairs. C'est plutôt de voir comment on peut tirer les leçons pratiques de ce guide. Oui, comment mieux repérer, comment mieux comprendre ce qui se joue chez un jeune en difficulté. C'est ça. Comment aiguiser notre regard pour détecter un mal-être. Comment aussi créer un cadre qui soit sécurisant, qui aide le jeune à tenir bon, en quelque sorte. Et puis, un point fondamental, comment savoir quand et comment passer le relais aux équipes de soins. Absolument. Ce guide parle des cicatrices de l'âme, j'ai trouvé l'image très forte. Ces blessures invisibles que portent les jeunes. Oui, et le risque, c'est de passer à côté. De voir un comportement difficile. Et de le prendre pour de la provocation, un caprice, alors qu'en dessous, il y a une vraie souffrance. C'est tout le danger. Le guide rappelle bien que le rôle de l'éducateur, ce n'est pas de soigner. Non, mais d'être ce maillon essentiel, repéré, sécurisé par sa présence, par le cadre aussi, et puis transmettre l'info. Repérer, sécuriser, transmettre. Alors justement, pour commencer par le commencement, comment on apprend à mieux voir cette souffrance? Le guide y consacre pas mal de pages, sans vouloir faire de diagnostic sauvage, bien sûr. Non, non. L'idée, c'est de reconnaître des manifestations courantes. Prenons un exemple concret, comme le TDAH, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On voit l'agitation, l'impulsivité. Parfois, on entend dire « il ne fait pas d'effort, c'est de la mauvaise volonté Ah oui, ça c'est une erreur classique. Et le guide est très clair là-dessus. Le TDAH, ce n'est pas du tout une question de volonté. C'est une différence neurologique, une vraie. ». D'accord. Cette difficulté à rester concentré, cette impulsivité, cette bougeotte permanente, c'est avant tout épuisant pour le jeune lui-même. Ça génère de la souffrance, de l'échec. Ces fameuses cicatrices invisibles dont on parlait. Exactement. Rien que de comprendre ça, ça change tout dans la posture de l'adulte. On sort du jugement. C'est une précision importante, oui. Et pour l'anxiété, ouais. On pense souvent à une petite inquiétude passagère, mais là, on parle d'autre chose de plus invasif. Tout à fait. L'anxiété dont parle le guide, ça dépasse largement le petit coup de stress. C'est une tension quasi constante, des ruminations qui n'arrêtent jamais. Ça doit être épuisant, oui. Épuisant, et ça peut se voir physiquement. Des problèmes de sommeil, des maux de ventre, de tête qui reviennent tout le temps sans qu'on trouve de cause médicale. D'accord. Et parfois, ça explose en crise d'angoisse. C'est terrifiant pour celui qui le vit. Une peur panique, l'impression d'étouffer, de mourir, d'avoir une crise cardiaque. Ah oui, la panique totale. C'est le signe que l'inquiétude a débordé, que le jeune est submergé. On imagine la détresse. Oui. Autre sujet, la dépression chez les ados. Souvent, on a une image en tête, mais le guide dit attention, ça ne se présente pas toujours comme on croit. Exactement. C'est un point vraiment crucial. La dépression de l'ado, elle peut être masquée. C'est-à-dire? Au lieu de voir un jeune tout triste, effondré, on va peut-être voir de l'irritabilité permanente ou de l'agressivité qui sort de nulle part. Ah oui, Ou alors un désinvestissement total. L'école, les copains, les activités qu'il adorait, plus rien ne l'intéresse. Ce à quoi bon généralisé. ça doit alerter. Oui, même si c'est pas simple de faire la part des choses avec les hauts et les bas normaux de l'adolescence. Bien sûr. Mais le guide donne des clés. C'est quand ces changements durent, quand ils sont intenses et quand ils ont un vrai impact sur sa vie. Là, il faut s'inquiéter. La persistance, l'intensité, l'impact. Voilà. Et être hyper vigilant à toute parole, même vague, sur des idées noires, l'envie que ça s'arrête. Cette notion de masque est intéressante. Et pour les jeunes qui ont vécu des traumatismes, des choses très dures, comment ça se manifeste? Le trauma, ça laisse des traces profondes, oui. Le guide explique bien comment le jeune peut être comme hanté. Hanté. Oui, par des flashbacks par exemple, des images, des sensations de l'événement qui reviennent d'un coup en pleine journée, ou des cauchemars la nuit, encore et encore. Ça doit être terrible. Il peut y avoir aussi cet état d'hypervigilance, comme si le danger était toujours là, prêt à surgir. Du coup, la moindre petite chose peut déclencher des réactions énormes, colère, panique, complètement disproportionnées. D'accord, je vois. Et puis, il y a les troubles du comportement alimentaire, les TCA.
L'anorexie avec cette obsession du contrôle par la restriction. Et la boulimie avec les calises, les vomissements? Voilà. Le guide insiste, ce sont quasi toujours des tentatives désespérées de contrôler une souffrance intérieure qui écrase tout. On déplace le contrôle sur le corps, sur la nourriture. Ces descriptions nous montrent bien que derrière un comportement qui nous dérange, il y a souvent une souffrance qui essaie de dire quelque chose. C'est ça. Et ça nous amène à une autre idée forte du guide, le comportement comme un langage. Quand les mots manquent, les actes prennent le relais. C'est exactement ça. L'image utilisée est parlante. Des bouteilles à la mer, des messages de détresse, parce que le jeune n'arrive pas à dire autrement ce qu'il ressent. Il ne faut pas cautionner l'acte en soi, mais comprendre qu'il y a un message derrière. Voilà. C'est un symptôme, un appel à l'aide, rarement quelque chose de gratuit. L'automutilation, par exemple. Les coupures, souvent. C'est quelque chose qui choque beaucoup, qui déstabilise les adultes. Qu'en dit le guide? C'est forcément lié à l'envie de mourir. C'est une question centrale et la réponse est nuancée, et c'est important. Le plus souvent, l'intention première n'est pas de se tuer. Ah bon? Alors c'est quoi? C'est une tentative, aussi étrange que ça puisse paraître, de soulager une douleur psychique. Une angoisse, un vide intérieur insupportable. Par une douleur physique. Oui, une douleur physique aiguë, qu'on contrôle, qu'on localise. C'est comme si ça court-circuitait la souffrance mentale, le temps d'un instant. Ça peut paraître fou, mais c'est une logique de survie paradoxale. D'accord. Ça explique pourquoi il faut être attentif aux signaux indirects. Oui, le guide mentionne par exemple un jeune qui met des manches longues tout le temps, même en plein été, qui évite la piscine, les vestiaires. Ça doit interpeller. Cette idée de soulagement paradoxal, ça éclaire pas mal de choses. Est-ce qu'on retrouve un peu la même logique dans les addictions? Oui, tout à fait. Que ce soit le cannabis, l'alcool ou même les écrans utilisés de façon compulsive au point de s'isoler complètement. C'est un refuge. Le guide parle de refuge anesthésiant. C'est une fuite, fuir d'une réalité intérieure ou extérieure qui semble intolérable. La substance ou le comportement, ça permet de mettre la souffrance à distance, au moins temporairement. Et quand est-ce que ça devient vraiment alarmant? Le signal d'alarme, ce n'est pas forcément l'usage occasionnel, c'est quand ça devient un besoin irrépressible que le jeune ne contrôle plus. Quand ça prend toute la place. Voilà. Quand ça impacte tout le reste, le sommeil, les cours, les amis, la famille. Quand c'est devenu la seule béquille pour tenir debout, là, c'est un signe de détresse majeur. Et puis, il y a le signal ultime. Celui qu'on ne doit jamais, jamais banaliser. Les idées suicidaires. Le guide est très très ferme là-dessus. Oui, et il a raison. La fermeté est indispensable. Toute parole, je dis bien toute parole, qui évoque la mort, la faim, l'envie de disparaître, doit être prise au sérieux. Même si c'est dit en rigolant ou pour provoquer. Absolument. Même si c'est murmuré. Des phrases comme « Vous seriez mieux sans moi »,« J'en peux plus de cette vie »,« Je veux juste que ça s'arrête ». On ne peut pas passer à côté de ça. C'est clair. Et il y a un signe particulièrement troublant, contre-intuitif même, que le guide souligne. Ah oui. Lequel? C'est l'apaisement soudain. Un jeune qui était en crise profonde depuis longtemps et qui d'un coup semble aller mieux, être calme. On pourrait croire que c'est bon signe. Justement. Parfois, malheureusement, ce calme apparent signifie que la décision de passer à l'acte a été prise. Ça apporte une forme de résolution intérieure, donc un apaisement extérieur. C'est terrible d'y penser, mais il faut le savoir. Oui, c'est glaçant. Alors, face à tous ces signaux possibles, l'automutilation, l'addiction, les idées noires, comment l'éducateur fait le tri? Qu'est-ce qui doit vraiment l'amener à agir, à transmettre l'info? C'est la question cruciale, oui. Pour aider à évaluer la gravité, le guide propose 3 critères simples. Lesquels? La répétition des signes. Est-ce que c'est juste une fois ou est-ce que ça revient souvent? D'accord. L'intensité. Quelle est la profondeur de la tristesse, la fréquence des crises, la gravité des actes? Logique. Et le troisième? Et surtout, l'impact sur la vie quotidienne. Est-ce que le jeune s'isole complètement? Est-ce que ses notes chutent brutalement? Est-ce qu'il y a une rupture avec sa famille et ses amis? Est-ce qu'il se met en danger? Répétition, intensité et impact. Voilà. Si ces 3 voyants sont au rouge, l'alerte est sérieuse, il faut une évaluation par des spécialistes. Le boulot de l'éducateur, ce n'est pas de savoir exactement ce qui se passe, mais de reconnaître que quelque chose de grave se passe et qu'il faut de l'aide. D'accord. Donc on a appris à mieux repérer. Maintenant, la grande question, comment on répond? Quelle posture on adopte? Le guide insiste énormément là-dessus, j'ai l'impression. Et c'est normal, c'est fondamental. L'attitude de l'éducateur, ça peut tout changer. Ça peut être un facteur de protection Ouais. ou
involontairement, ça peut bloquer la demande d'aide. Alors, quel est le premier principe? Le premier pilier, accueillir sans juger. La souffrance psychique, ce n'est ni une faiblesse, ni un caprice, ni de la comédie. Il faut se méfier des petites phrases. Ah oui, le guide dénonce ces phrases qui tuent du genre secoue-toi, fais un effort, arrête ton cinéma. Ça ne fait qu'enfoncer le jeune dans la honte et la solitude. Alors qu'à l'inverse, À l'inverse, une simple phrase qui valide ce qu'il ressent, comme «je vois que c'est vraiment dur pour toi en ce moment», ça peut ouvrir une porte. Ça crée un espace où il sent qu'il peut parler. Reconnaître sa souffrance sans la diminuer, c'est la base. créer cet espace de confiance, d'accord. Mais après, il faut trouver le bon équilibre entre l'écoute, la bienveillance, et puis le cadre, les règles. Je pense à la question du secret, par exemple. C'est délicat. Si un jeune confie quelque chose de grave, Oui, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Le guide donne une ligne de conduite assez claire là-dessus. Il ne faut surtout pas promettre un secret total, absolu, si la sécurité du jeune est en danger. alors comment faire? La posture la plus juste, c'est d'être transparente dès le départ, d'expliquer les limites, dire quelque chose comme « Ce que tu me dis, c'est important pour moi. Je t'écoute vraiment. Je suis là pour t'aider, pour te protéger. Mais il faut que tu saches, si ce que tu me confies me fait penser que tu es en danger, que ta santé ou ta vie sont menacées, alors mon devoir, c'est d'en parler à d'autres adultes qui peuvent nous aider, toi et moi. » Il faut le présenter comme un acte de protection. Exactement. Pas comme une trahison. C'est pour prendre soin de lui, c'est notre responsabilité. Ça permet souvent de garder le lien de confiance, même si on doit partager l'information. C'est une approche qui me semble plus honnête, oui. Il y a un autre point qui m'a marqué dans le guide, c'est l'idée du pouvoir thérapeutique du cadre. Ça m'a intrigué. Comment des règles, une routine peuvent aider à soigner. C'est une idée très forte, parce qu'elle redonne de l'importance à l'environnement éducatif lui-même. Imaginez un jeune qui vit un chaos intérieur terrible, où tout est angoissant, imprévisible. Oui, Eh bien, la structure extérieure, celle de l'institution, le foyer, l'internat, même l'école parfois, ça peut agir comme un contenant, comme un point d'ancrage. un repère stable dans la tempête. C'est ça, la prévisibilité des horaires, la clarté des règles, la constance des adultes référents, un lieu sécurisant. Tout ça, ça aide à faire baisser l'anxiété. Ce cadre, c'est pas juste une contrainte, c'est une enveloppe protectrice qui dit aux jeunes « Ici, c'est stable, tu peux te poser, t'es en sécurité ». C'est un soin en soi, en quelque sorte. Oui, et ça prépare souvent le terrain pour un travail plus spécifique, une thérapie par exemple. C'est vraiment intéressant de voir le cadre sous cet angle. Mais évidemment, l'éducateur ne peut pas tout faire. Savoir passer le relais aux soins, c'est une compétence essentielle aussi, non? Comment on fait concrètement? Savoir passer le relais, c'est pas un aveu d'échec, au contraire. C'est une preuve de professionnalisme. Le guide insiste beaucoup là-dessus. L'éducateur, il accompagne, il soutient, il repère, mais il ne soigne pas au sens psy du terme. Alors, vers qui on se tourne? Quels sont les partenaires clés? Le guide met en avant les CMP, les centres médico-psychologiques, ou CMPP pour enfants et ados. Ce sont des structures publiques, gratuites, qu'on trouve un peu partout. C'est souvent la meilleure porte d'entrée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils ont des équipes avec plein de professionnels différents. Médecins, psychologues, infirmiers, éducateurs spécialisés, assistants sociaux. Ils peuvent évaluer la situation dans son ensemble, poser un diagnostic si c'est nécessaire et proposer un suivi adapté. Une thérapie? Un groupe? Oui, ça peut être une thérapie individuelle, un groupe de parole, un suivi médical si besoin. Et le rôle de l'éducateur, là, c'est d'aider à faire le lien. Faciliter le premier contact, accompagner le jeune et sa famille si c'est compliqué pour eux, dédramatiser la démarche. D'accord. Les CMP, c'est la porte d'entrée principale du soin public. Et pour un suivi psy plus classique, en libéral par exemple, l'éducateur doit savoir ce qui se dit en thérapie. Ah non, surtout pas. Le suivi avec un psychologue, que ce soit en libéral, à l'hôpital ou ailleurs, c'est un espace de parole totalement confidentiel. C'est là que le jeune va pouvoir explorer son histoire, ses difficultés, avec un professionnel formé à ça. Donc, le rôle de l'éducateur, c'est quoi alors? C'est d'être à côté, de soutenir le jeune dans cette démarche, qui peut être longue, parfois difficile, de l'encourager à continuer, de l'aider avec les aspects pratiques, les rendez-vous, etc. D'accord. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que l'éducateur partage ses observations, ce qu'il voit au quotidien, le comportement du jeune, son humeur, comment ça se passe avec les autres professionnels qui interviennent, surtout s'il y a un suivi par l'aide sociale à l'enfance ou la protection judiciaire de la jeunesse. Pour croiser les regards. Voilà.
Cette coordination est essentielle pour adapter l'aide au mieux. Il y a un réflexe que le guide suggère que j'ai trouvé très juste. Pour l'éducateur qui se sent dépassé, au lieu de se demander « qu'est-ce que je dois faire ?», il devrait plutôt se demander Qui je dois alerter? Oui, ça change tout. Ça remet la priorité sur la sécurité et sur le fait de mobiliser les bonnes personnes au bon moment. « et en cas d'urgence réelle, risque suicidaire immédiat, crise délirante ». C'est quoi la procédure? Là, le guide est très directif. Et c'est nécessaire. Urgence avérée, protocole clair, règle numéro 1. Ne jamais, jamais laisser le jeune seul. Jamais. Règle numéro 2. Appeler immédiatement le 15, le SAMU, pour qu'il y ait une évaluation médicale et éventuellement une hospitalisation si besoin. Et la troisième étape? Prévenir immédiatement son responsable, le cadre d'astreinte de l'institution. Il n'y a pas à hésiter, pas à vouloir gérer seul quelque chose qui dépasse le cadre éducatif. La rapidité et la bonne orientation, ça peut sauver une vie. C'est un protocole clair et finalement sécurisant pour tout le monde. En lisant tout ça, on voit bien l'ampleur de la tâche et la charge émotionnelle aussi, pour les éducateurs. On peut comprendre qu'il y ait des moments de découragement, d'impuissance. Bien sûr, c'est humain. C'est légitime de se sentir comme ça face à des détresses parfois si lourdes. Le guide ne le cache pas. Mais en même temps, il réaffirme tellement la place unique, irremplaçable de ces professionnels. Les sentinelles du quotidien, comme le dit le guide. J'aime bien cette expression. Oui, elle est juste. Ce sont eux qui partagent la vie des jeunes, qui sont là jour après jour, qui peuvent tisser un lien là où parfois tout semble cassé. Cette proximité, cette capacité à voir les petits changements, et puis ce professionnalisme pour transmettre l'info au bon endroit, au bon moment. C'est souvent ça qui déclenche tout le processus d'aide. Souvent, oui. Ce n'est pas rien, c'est énorme en fait. Oui, cette image de sentinelle, ça dit la vigilance, mais aussi la responsabilité. C'est ça, et la conclusion qu'on peut tirer, je crois, en écho au guide, c'est que la santé mentale des jeunes, ce n'est pas que l'affaire des psys, c'est l'affaire de tous. Une responsabilité partagée. Voilà, le rôle de l'éducateur, pour reprendre la formule du guide, vous repérez, vous rassurez et vous organisez le relais. C'est ça le cœur. Repérer sans juger, rassurer par une présence stable et un cadre clair, et organiser le passage vers le soin si nécessaire. Voir tôt et agir à temps. C'est la meilleure protection qu'on puisse offrir. C'est vraiment au centre de la mission éducative. Pour finir, une petite pensée pour prolonger la réflexion. On a beaucoup parlé du comportement comme langage, des signaux forts, des cris de détresse. Mais si on pousse un peu plus loin, qu'en est-il des micro-signaux, ces tout petits changements du quotidien presque invisibles? Oui, Un regard qui fuit un peu plus que d'habitude, un repli très discret, un changement mineur dans les habitudes alimentaires, toutes ces choses qu'on a tendance à ignorer. Est-ce que ce ne serait pas ça, les murmures, les tout premiers signes d'une souffrance qui n'ose pas encore crier? c'est une question très juste. Une interrogation à garder en tête peut-être, au quotidien, au contact des jeunes? Savoir écouter les murmures avant qu'ils ne deviennent des cris.